Bonjour à tous. Je remercie Olivier Dekens et l'association Philosophia de m'avoir invité à ces rencontres ici à Nantes pour vous présenter la notion de l'habitation chez Heidegger, qui donne leur titre déjà à 2 conférences qui datent des années 50. Une première qui s'appelle « Bâtir, habiter, penser » et une autre qui a pour titre « L'homme habite en poète », toutes deux publiées dans Essais et conférences. C'est une notion que l'on retrouve dans d'autres textes de la même époque, comme, autre titre, « Terre et ciel » de Hölderlin. Et pour commencer, je ferai 3 remarques. La première, en forme d'approche de l'habitation dans la phénoménologie de Heidegger. Habiter n'y désigne pas un comportement particulier, par exemple à côté de travailler ou de voyager, mais un mode fondamental de l'existence, en tant qu'elle est humaine. Pour le dire autrement, habiter désigne le trait fondamental de la condition humaine dans la pensée de Heidegger. Ce n'est qu'en habitant et en bâtissant son habitation que l'être humain existe et peut seulement alors être amené à se loger, travailler ou voyager d'un lieu à l'autre. Pour commencer, distinguons l'habitation du logement, pour y saisir ce qui donne demeure à l'être humain, au-delà d'y seulement trouver logis. Le logement désigne la place aménagée pour y trouver protection et abri et y accomplir les gestes quotidiens de la vie privée. Loger, être et chose, c'est leur donner de façon neutre une place. Sous-entendu, ne pas les laisser sans abri, ne pas les laisser dans la nature, fût-ce celle-ci tout à fait urbanisée. Permettre aux individus de se loger est bien évidemment une question politique, car il y va de la responsabilité de donner à chacun un lieu privé et décent pour ce que l'on appelle sa vie privée. Le domicile dit davantage qu'on y est chez soi, à la maison. On trouve un logement, on élit domicile. Bien évidemment, certaines constructions qui sont des habitations construites pour loger en masse les populations interrogent sur la possibilité d'y habiter véritablement. Cependant, l'habitation, si elle se fonde sur un bâtir, ne désigne pas chez Heidegger un bâtiment ou une construction particulière, mais tout ce qui se rapporte à ce mode de l'existence, habiter. La question n'est pas tant d'identifier des édifices propres à l'habitation, car il est très certain que tous les édifices d'une ville, même ceux qui ne sont pas des habitations au sens courant, sont déterminés à partir de l'habitation et liés à sa finalité, habiter. On pourrait donc en dire autant d'un pont, d'une route ou d'un chemin. Heidegger pense en philosophe. Ce qu'il propose ne sont pas des considérations sur l'architecture, l'urbanisme ou les voies de communication, qui ont tous pour corrélation de renvoyer à l'habitation humaine. Habiter, sous sa forme verbale, renvoie à une manière d'être, d'aménager l'espace et de donner lieu à tout ce que l'existence humaine réclame pour se déployer. Et cela ne s'arrête pas à seulement s'y loger. Habiter, c'est non seulement élire domicile, mais bâtir autour tout ce qui donne à l'existence humaine d'être chez soi et d'y trouver demeure. Et cela peut prendre la dimension d'un pays, d'un continent, voire de la terre entière. Habiter les lieux n'est donc pas seulement habiter dans ces lieux. Ce n'est pas occuper ni un local, ni un endroit ou un emplacement. Habiter, ce n'est pas trouver lieu dans un espace présupposé vide, mais donner lieu, faire lieu. Et par notre bâtir et notre habitation, accorder à l'existence humaine qu'elle y soit à demeure. Bâtir au sens de ménager des places, de libérer et à la fois de préserver des lieux, et par ces lieux qui font place, aménager l'espace. La place publique où se retrouver est autant un lieu habité que les bâtiments qui l'abordent, et elle l'est par ces bâtiments qui l'abordent. Le pont qui enjambe le fleuve et rejoint l'autre rive et permet sous son arche aux bateaux de passer est également une construction qui fait habiter l'homme. Les lieux, ni même les espaces, n'existent avant ce que les hommes, en habitant et bâtissant, en ont fait. Lieux et espaces sont ménagés par les choses que l'homme a bâties, leur offrant leurs limites. Qu'il travaille dans l'enclos du champ,
dans son atelier, sa boutique ou au bureau, qu'il voyage de port en port, qu'il traverse le pont ou le pays par son réseau routier, qu'il se rende à la chapelle sur le promontoire, qu'il contourne la sombre forêt ou qu'il soit chez lui, à la maison. Ces lieux le sont par l'habitation humaine, pour l'homme qui y habite. L'espace géométrique que nous mesurons de façon analytique ne contient aucun lieu et ne s'obtient que par abstraction des choses et réduction des espaces mis en place par leur installation à une pure extension spatiale mesurable. Habiter est donc inséparable de bâtir. Le bâti configure l'existence humaine. Il accorde lieu à l'existence dans ses projets multiples. Au fond, peut-être existe-t-il des espaces infinis, indépendamment de nous, mais les lieux sont ceux que l'existence humaine fait être ou révèle comme tels. Les lieux n'existent que liés au phénomène de l'existence, qui ne peut se déployer concrètement que parce que lui a été accordé et ménagé place, et cela en bâtissant. Les lieux que nous n'habitons pas restent des lieux liés à notre habitation, comme la mer ou les îles inhabitables et inhospitalières où passe Ulysse dans la nostalgie d'Ithaque. Et c'est sans doute pourquoi il est si important pour l'être humain de nommer les lieux qui, même peu marqués par l'habitat et le bâti, demeurent des lieux dits, d'y être rattachés. Habiter, c'est donner lieu à l'existence humaine, accordant à notre séjour humain d'être à demeure, que les lieux ménagés à cette fin soient pour nous les lieux qui abritent nos existences et où l'on se sent chez soi comme être humain. À l'origine, en allemand, bâtir, bauen, signifie habiter. C'est comme modalité de l'existence qu'habiter est une question philosophique. Heidegger est le philosophe qui, en 1927, dans Être et temps, a cherché à repenser phénoménologiquement l'être de l'être humain, conçu jusque-là par la métaphysique comme essence raisonnable ou comme substance pensante. Le repenser, donc, depuis la phénoménalité de son existence, Dasein en allemand. L'être au monde. Pas d'essence, donc, de l'être humain, dont tout l'être est chaque fois, pour chacun, d'exister, d'être au monde, selon les possibilités qu'il y rencontre et qu'il embrasse, et cela, depuis la possibilité indépassable qu'il sait comme telle de mourir. Dans les années 50, et dans le souci de penser la technique moderne, c'est la même question qu'il reprend. Penser le phénomène qu'on appelle l'existence en tant qu'il est l'être propre à l'être humain, en partant de l'habitation. Et il remarque que si bauen initialement signifiait habiter, son sens et son étymologie le rapprochent de certaines formes conjuguées du verbe être en allemand. Ich bin, du bist. Je suis, tu es, a pour sens j'habite, tu habites. Tu es, je suis, pour autant que nous habitons. L'habitation est donc à penser comme l'être de l'homme, non pas une nouvelle détermination de son essence, mais sa manière fondamentale et phénoménale d'être et d'exister, ne faisant monde qu'en habitant et bâtissant. Ainsi, le lieu où l'existence humaine voit le jour et où il lui est accordé d'être jusqu'à la mort, le lieu propre du séjour de l'existence humaine n'est autre que la terre. Qu'est-ce que la terre ? C'est ce sol qui héberge l'existence et qu'il nous revient d'habiter. Car la terre n'est le lieu de l'existence humaine que parce que nous autres, les mortels, y bâtissons et habitons, ménageant ces places propres à accorder demeure, les bâtiments, aménageant l'espace en vue de l'habitation, les chemins et les routes, les enclos, les ponts, les places, et faisant lieu de la mer où voyager, de la forêt où chasser, de la ville où habiter, de la terre, notre demeure. Habitant sur cette terre, il nous faut y bâtir et faire monde. Faire un monde de ce que nous bâtissons sur terre. Édifices, œuvres et choses, auprès de quoi notre existence, nos existences s'affairent et se déploient. La terre, c'est ce sol qui, dans son propre repos, sa constance solide et inébranlable, offre son support à l'existence et à ce qui s'y produit.
La terre héberge tout ce qui sur elle repose, en le laissant sur elle prendre sol et s'épanouir dans le déploiement de sa présence. Les choses de la nature, comme les choses du monde de l'homme, comme l'homme lui-même dans son existence. Mais la terre ne peut offrir ce sol et sa fermeté que depuis une autre caractéristique de la terre à la première liée, sa fermeture, son caractère scellé. Ce à quoi la terre donne un sol, elle peut le reprendre en soi, le renfermer en soi. Que la terre s'ouvre en faille et la catastrophe est qu'elle engloutit tout et se referme sur cette catastrophe. Même sans catastrophe, le temps donne à la terre de tout ramener à elle en poussière. La terre héberge et abrite, au sens où elle offre à toute chose d'y reposer, d'y tenir, d'y prendre racine, de donner à l'existence ses fondations. Mais elle ne le fait chaque fois qu'en retenant en soi, en reprenant en soi, en scellant en soi toute chose, et dans sa propre fermeture, faisant apparaître toute chose dans leur afflux comme n'étant là, sur son sol, pour rien. Il faut à l'arbre la vitalité de profondes racines pour tenir sur terre contre le vent, et la foudre venue du ciel suffit à le rendre à la terre. La présence de la terre, pour nous, être mortel, sachant mourir, c'est aussi cette fermeture spécifique qu'elle impose à l'existence. L'être mortel que nous sommes, c'est cet être de la terre. Il le sait, devant bâtir pour habiter sur terre. Il faut aux édifices de profondes fondations. Et cela n'est pas suffisant. Il faut encore et toujours consolider le bâti, rebâtir ce qui menace de s'effondrer, pour lutter contre le caractère réfractaire de la terre, sa résistance à la domination humaine. Ce que bâtit l'être humain, ce qu'il érige, édifie et installe, toutes ces œuvres qui font son monde, dans leur matérialité, leur solidité, leur caractère réfractaire à la destruction, rappellent la fermeture insigne de la terre. Ainsi explique Heidegger dans un texte qui s'appelle L'origine de l'œuvre d'art. Le monde comme monde de l'homme, fait de tout ce qu'il a bâti et œuvré à produire, bâtiments, œuvres et choses. Ce monde qu'ainsi il habite ne peut s'ériger que sur terre. Et l'homme, depuis et avec son monde propre, cherche à la dominer. Quant à la terre, comme terre, elle aspire à retenir et à reprendre en son sein tout monde humain. Chacun, terre et monde, offre une résistance de haute lutte en s'opposant à l'action de l'autre. La terre résiste à la domination du monde, le monde résiste à l'engloutissement de la terre. Mais dans le combat, qui est authentique polémos héraclitéen, chacun dans la lutte est élevé à sa grandeur. Le monde de l'homme sur terre, comme monde de l'homme qui s'érige, qui s'édifie, monde bâti, œuvre de l'homme, plein de mérite. Et la terre, comme ce qui accueille, abrite et retient. Mais si la domination de l'homme prend le dessus sur toute chose, pour ne prendre en compte que ce qui exponentiellement l'accroît, l'homme mortel y oublie jusqu'à son être, et dans le monde qu'elle bâtit, elle laisse s'oublier le sens initial de bâtir, habiter, habiter sur terre. Elle en devient oublieuse de la terre, de la grandeur de la terre, et l'homme finit par s'y trouver déraciné. La deuxième remarque concerne la nature. La nature est cultivée, domestiquée, aménagée, exploitée, arraisonnée, épuisée, déréglée. Il se pourrait que ces phénomènes aujourd'hui planétaires ne trouvent pas seulement leur source dans le libéralisme politique et économique, mais plus fondamentalement et antérieurement à lui, dans une certaine conception de la nature, dans le concept même de nature, tel qu'il nous a été transmis par la tradition latine. Heidegger invite à reconsidérer le concept de nature et la vision du monde qui est impliquée, qui rend possible bien des siècles plus tard le projet philosophique, scientifique et technique cartésien de se rendre comme maître et possesseur de la nature. La terre dont parle Heidegger, est-ce ce que l'on entend par nature? Habiter sur la terre, cela peut-il être habiter la nature? La première expression désigne bien un lieu sur terre, la seconde, un objet. Habiter sur cette terre, quelle relation à la nature cela induit-il? Il est clair
depuis Hésiode et le mythe de Prométhée, que l'existence humaine ne saurait être une vie animale et naturelle, et que si l'âge d'or d'une existence humaine pourvue sans effort est perdu, il faut à l'homme travailler et œuvrer pour exister et habiter. Bâtir et posséder ce savoir-faire divin de la techné, qui ne lui est pas naturel, selon le mythe qui nous dit qu'il a été volé aux dieux. Il n'y a que des fictions théoriques pour représenter l'homme existant à l'état naturel, dans la nature. Et on ne saurait d'ailleurs dire l'homme naturel de Rousseau habiter quelque lieu que ce soit, avant d'être contraint par des catastrophes naturelles à une vie sociale. Nomade, sans parole, sans attache, il semble indifférent au lieu et n'en habite aucun. Est-ce la nature que l'homme habite ? Je voudrais interroger, à l'aide des notions employées par Heidegger, le titre de ce cycle de conférences, « Habiter la nature ». La nature, telle qu'on la conçoit, n'est pas le lieu de l'habiter. L'homme n'a pas même les facultés naturelles d'y vivre. Il ne peut habiter qu'en ayant transformé la nature, en l'ayant cultivée, domestiquée, travaillée, c'est-à-dire d'abord détruite. Arracher, extraire, défricher, débroussailler, tailler, araser, gratter, aplanir, brûler, casser, pour de cette matière morte, faire les moyens de construire, fabriquer tout ce qui lui permettra d'exister. Et ce faisant, en bâtissant une existence non naturelle, permise par son ingéniosité et les artifices de la technique, et désormais sous leur égide. L'homme n'habite pas la nature, il détruit la nature pour construire son habitat. La techné humaine, ce savoir-faire, ne peut bâtir que faisant d'abord violence à la nature, en détournant, canalisant, stoppant net les mouvements qui lui sont propres. La nature, selon ce concept, c'est justement ce que l'homme n'habite pas, inhabitable dans son état naturel. Et reste la question, bâtir, indissociablement lié à habiter, se laisse-t-il définir par ce processus de destruction et par ce travail de transformation de la nature ? Si ce travail est nécessaire, il est à distinguer de l'œuvre de bâtir, au sens d'édifier des bâtiments. L'œuvre n'est pas comme le travail en prise avec la nature. Et si ce dernier a pour finalité de vivre, la première en a une autre, comme nous l'avons montré préalablement, exister au sens d'habiter, être pour un être humain. Quand Marx explique le process métabolique du travail, il identifie la terre et la nature, et c'est comme puissance naturelle que la force du travail vient affronter les forces de la nature pour accomplir ce process naturel, vivre, en produisant ce qui est consommable. La finalité du travail est de vivre comme l'animal laborance que nous sommes, pas d'exister ou d'habiter comme Dasein. Je clarifierai évidemment un peu plus tard ce terme. Ajoutons que la nature ne se laisse pas habiter. En tant qu'ensemble de forces puissantes, la nature incessamment étend son empire sur le bâti humain, et la lutte qui oppose l'homme à la nature est incessante. Et sans doute l'homme, comme le disait Pascal, n'est-il pas de taille dans cette lutte ? Une vapeur, une goutte d'eau suffit à le tuer. Et si ces artifices vont augmentant, ce qu'il bâtit ne résistera pour autant ni à la vapeur devenue cyclone, ni à la goutte d'eau devenue tsunami. Il ne suffit pas à l'homme de travailler à détruire la nature pour construire son habitat et le protéger des forces naturelles, en montant des murs, des toits, des digues, des enrochements, des contreforts. Il lui faut incessamment revenir à son travail de Sisyphe. Que les êtres humains cessent un tant soit peu d'habiter les lieux, et la nature envahissante a tôt fait de démontrer sa puissance, comme à Angkor, au Cambodge. Si habiter, c'est habiter sur terre, apparaît donc peut-être étonnamment que la terre ne désigne pas la nature, et que ce concept est décidément à clarifier. La troisième remarque, c'est celle qui dit que les textes qui méditent sur l'habiter humain sont contemporains, dans les années 50, de la réflexion engagée sur l'essence de la technique et corrélée à elle, chez Heidegger. Pour exemple, l'essai de 1953, intitulé « La question de la technique », se clôt sur cette citation de Hölderlin « L'homme habite en poète cette terre ». Avant de poursuivre dans cette direction, il est important de souligner que les développements de Heidegger sur la technique, et donc l'habiter, ne font que répéter ce qui était inauguralement en question à travers les analyses d'Être et temps, ce texte fondamental de 1927.
Or, la partie publiée en 1927 se consacre sur l'analyse de l'être au monde de l'être humain. Qu'est-ce que le monde et l'être au monde? Être, ce n'est pas pour l'être humain ni être en soi, ni être pour soi, et seul le phénomène de l'être au monde, explique Heidegger, permet de l'analyser. Être, c'est être hors de soi, c'est-à-dire au monde, ouvert dès que nous sommes et tout au long de l'existence au monde et aux possibilités existentielles que nous y découvrons, chacun. Le monde, c'est ce que vise notre projet, et nous n'existons que dans cette projection de notre être au monde. Le monde n'est ainsi pas l'autre de l'homme, ce à quoi il fait face dans sa réalité et son altérité. Il n'est pas un objet ni un ensemble d'objets. Il n'a rien d'objectif, puisqu'il est au contraire constitutif de son être. Lui, l'être humain, qui ne peut être qu'au monde, lui qui n'est qu'en existant, c'est-à-dire toujours déjà, en se projetant dans une certaine entente du monde, monde déjà contenu et découvert dans son projet. Il n'y a de monde qu'humain. Le monde, ce n'est donc pas la nature, car bien autre chose que les choses naturelles constituent chaque fois notre monde. Les édifices, les bâtis, mais aussi toutes les choses dont on fait usage, ainsi que les œuvres d'art, les actions auxquelles ces choses renvoient, les êtres avec qui nous partageons de près ou de loin dans ces actions nos existences. Tout cela fait partie de notre monde, tout cela constitue avec les choses de la nature, dans la mesure où elles entrent dans notre préoccupation, notre monde. Notre monde, soit l'ensemble conjoint de ceux auprès de quoi nous menons et déployons nos existences, y étant à nos affaires et nous y entendant. Le phénomène du monde, c'est l'ajointement de tout, êtres et choses, qui fait sens pour l'existence qui s'y projette. On évoquera le monde de l'enfance, le monde du travail, le monde du jeune narrateur de Proust entre Combray, le côté de Guermantes et le côté de Méséglise, le monde des mondains, le monde des affaires. La nature n'est un monde que pour les hommes qui y sont à leur affaire. Et parlerons-nous même de monde de la nature? Qu'est-ce qui empêche dans le concept de nature de l'exprimer ainsi? On dira que le monde du marin, c'est la mer. Mais il faudra alors y inclure les navires, tous les instruments de la navigation qu'il s'entend à manier, les outils de pêche, les poissons, le port, les barres du port, les autres marins, les filles du port. On parlera, avec Philippe Descola, du monde de la forêt, des hachoirs d'Amazonie. Mais là aussi, il faut y inclure les hachoirs eux-mêmes, leur outillage, leurs œuvres, et non pas la nature, mais des plantes, des animaux avec qui ils font monde. Le monde se dévoile comme ce qu'essentiellement, ou plus exactement existentiellement, nous habitons. Être hors de soi, être ouvert au monde et exister selon ses possibilités offertes, ouvertes par l'être au monde, s'y projeter, c'est pour l'être humain être. Pour l'être humain, être au monde, c'est donner sens à tout ce auprès de quoi il existe. Être, pour l'être humain, c'est se soucier de l'être. Se soucier de l'être, de tout ce qu'il rencontre dans le monde. D'où la dénomination de Dasein. Car l'être humain qui existe est le seul à avoir dans son existence souci de l'être, sein, des choses. Il est le là de l'être, puisqu'il recueille dans sa parole tout ce qui est essentiel des choses et il le porte à la parole. L'être de l'homme au monde consiste justement à dévoiler, à expliciter, à faire sens de tout ce qu'il rencontre dans son monde. Et c'est pour ça que Heidegger l'appelle Dasein. Celui qui existe et existant est là pour porter à la parole, recueillir dans la parole et également dans ses œuvres l'être de toute chose. L'expliciter, se l'expliciter par la parole, le rendre explicite, le dévoiler dans ses paroles et dans ses œuvres. Dasein, c'est l'être pour qui l'être, sein, fait au cœur de l'existence sens et qui a souci d'en avoir l'entente.
Le Dasein, pensé non comme substance essentiellement pensante, mais comme existence et être au monde, s'éloigne donc de l'homme de la notion de l'homme comme sujet. La pensée et ses facultés rationnelles ne sont plus saisies comme condition a priori de la représentation des objets, car penser, c'est être hors de soi, toujours déjà auprès des choses et les visant, depuis cette rencontre qu'on va dire de fait, factive, avec ce qui est déjà présent, le monde. L'être au monde rend ainsi caduques les notions de sujet et d'objet. Et Heidegger dit dans Être et temps, sujet et objet ne se recouvrent pas, fût-ce tant bien que mal, avec Dasein et monde. Le monde, ce n'est pas la nature, ce n'est pas ce que nous objectivons. Le monde, c'est ce qui fait de l'existence humaine un projet existentiel. C'est ce qui, dans sa provenance, est son projet. Où en sommes-nous? Face à trois termes qu'on aurait tôt fait de confondre, alors que méditer sur l'habité humain avec Heidegger réclame de faire la part entre chacun. La nature, la terre, le monde. Le problème devient pour nous être au monde et habiter la terre à l'heure de l'exploitation planifiée de la nature. Ce qui fait surgir plusieurs questions. Qu'est-ce que la nature qui n'est ni monde ni terre? Comment est-elle conçue pour pouvoir devenir, selon ce concept, le champ possible d'une exploitation planifiée? En quoi cet arraisonnement technique de la nature questionne l'habité, la terre, la chose et l'œuvre et réclame d'y faire retour, comme à quelque chose d'oublié? Qu'est-ce qui, dans notre être au monde, est ici convoqué? D'où vient l'appel, l'urgence à retrouver le sens de l'habité? Réponse de Heidegger, de la technique, dans son développement planétaire actuel et inquiétant. On est dans les années 50 déjà. Ou plus précisément de l'essence de la technique. La technique moderne met en demeure la nature de fournir une énergie à exploiter, à extraire, à accumuler, à stocker, à répartir. Et dans cette sommation, la nature est poussée vers son exploitation maximale, jusqu'à épuisement des gisements, des ressources, des stocks. Le trait distinctif de la technique moderne est l'arraisonnement. Or, ce déploiement technique et les impératifs de son dispositif sont à rattacher au projet métaphysique de la science moderne, exacte de la nature, et l'achèvent totalement. Non pas parce que la technique ne serait que la mise en application sur le plan des instruments de ce que les sciences exactes de la nature auraient fourni comme théorie du réel, sur la pluie desquelles deviennent effectives autant qu'efficaces prévision et transformation du réel. Heidegger va renverser l'idée reçue selon laquelle la technique moderne serait la science de la nature appliquée, une application des sciences exactes de la nature. Et il va montrer, à contrario, que c'est déjà l'essence de la technique, à savoir l'arraisonnement, le fait de sommer, de commettre toutes choses en les arraisonnant, qui se déploie dans ce qu'élabore la physique mathématique comme théorie de la nature dès le XVIIe siècle, et que c'est déjà cette essence de la technique, l'arraisonnement, qui se déploie dans la métaphysique cartésienne comme projet mathématique de la nature, et pas seulement parce que ce projet anticipe cette projection de l'homme comme maître et possesseur de la nature. L'origine métaphysique de ce qui se montre à l'œuvre dans la technique contemporaine est la position déterminante d'un sujet, au fondement de l'objectivation de tout ce qui n'est pas lui et finalement de lui-même. Position déterminante qui permet de tout concevoir scientifiquement. Une représentation scientifique et exacte, mathématique de la nature, comme ensemble de choses étendues, res extensae, soit de positions dans l'espace géométrique. Cela permet de tout concevoir de la nature dans cette représentation scientifique, au point que c'est aux objets, soit à la nature, de se régler sur nos facultés logiques et nos principes rationnels, et sur leur langage mathématique, et non ceci à se régler sur les objets, comme le dit Kant. C'est comme un juge au tribunal, nous dit ce philosophe, que la raison scientifique somme la nature de répondre à ces questions, telles que la théorie les énonce selon ses propres concepts et ses propres principes, mettant en demeure les objets de la nature de se conformer aux représentations scientifiques que la raison en a établies dans des lois formulées mathématiquement et liant fonctionnellement des concepts théoriques comme ceux, par exemple, de force, de vitesse, d'énergie, de masse. E égale mc2.
L'essence de la technique est donc au principe de ce projet scientifique et mathématique de la nature et non l'inverse. Mais, contrairement à ce que l'on prétend, ce n'est pas l'homme, bien qu'il y prenne activement part, qui est au principe et décide de ce déploiement de la technique. La technique actuelle, en tant que provocation de la nature, destine pareillement l'être humain à se montrer entièrement disponible à son dispositif, sur le mode de la mise en demeure. C'est désormais comme ressource, capital ou matériel humain, comme ratio, échantillon ou effectif qu'il est compté sur l'homme. C'est ainsi que la technique actuelle, telle qu'elle apparaît planétairement, dévoile ce qu'elle est. Dans sa planification et son efficace, provocatrice et épuisante sans limitation, la technique est un dispositif d'arraisonnement que l'homme ne maîtrise qu'en apparence. En réalité, nous dit Heidegger, il en est le jouet. Et le dispositif disposant dans son efficace de tout ce qu'il met à sa propre disposition, exploitant toutes les ressources nécessaires à son énergie productrice, y compris l'être humain, échappe bien, dans son effectivité, au contrôle de l'homme, qui ne sait comment aujourd'hui le freiner. La tâche de Heidegger ne consiste pas à constater cet état de fait, sur quelque mode que ce soit, fatalisme, pessimisme, nostalgie. Ceux qui n'y ont d'ailleurs lu qu'une dénonciation empreinte de nostalgie et un appel au retour à la terre réactionnaire, et pourquoi pas la justification de son nazisme, ont été mal avisés et ne l'ont pas lu en philosophe. Heidegger questionne l'essence de la technique, autrement dit, ce qui advient en elle comme destin et comme dévoilement de l'étang. L'arraisonnement comme mode de dévoilement de l'étang. L'étang, ce qui est, tout étang, y compris l'homme, pareillement commis, désormais dévoilé comme un fond disponible. Et il questionne ce qui, dans ce déploiement de la technique, advient pour l'homme, le Dasein comme destin de dévoilement. L'homme, ai-je dit, prend part activement et effectivement, avec assurance et prévision, positivement, à la provocation par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse comme telle être extraite, accumulée et consommée. Mais ne dépend pas de l'homme et n'est pas de son fait ce qui advient là comme dévoilement. Le retrait, ou, nous dit Heidegger, l'oubli manifeste de l'être, dans la toute présence totale et totalitaire de l'étang de l'ère technique, de tout étang, disponible à l'exploitation et à la consommation, qui ne laisse rien subsister, demeurer, rester présent. Nihilisme, puisqu'il est question du rien, annoncé par Nietzsche, qui achève la métaphysique, puisque l'être n'est plus rien dans sa transcendance, et que seul l'étang compte, et que de l'être humain lui-même, il est escompté comptablement, traqué, tracé qu'il est à cette fin jusque dans les plis secrets de ses conversations et recherches privées derrière son écran, des algorithmes prenant en charge d'en exploiter les données. Or, ce déploiement technique régissant tout, dans l'urgence et la nécessité de ses convocations, s'adresse à l'être humain, adresse à l'être humain ce rien qu'il devient urgent et nécessaire de penser, adresse à l'être humain ce destin de penser ce rien. Heidegger, face à cette fin de la métaphysique qu'annonce Nietzsche, d'origine et de déploiement occidental, avant de devenir planétaire, ouvre un autre commencement pour la philosophie qui est phénoménologique. Car le rien, quand il se laisse sentir comme ce qu'il est, plus rien, a une présence tout à fait remarquable, comme celle de l'objet d'usage, le stylo par exemple, quand il ne marche plus, quand il fait défaut, quand on l'a oublié, et que c'est justement son absence qui nous devient très présente, voire pressante, quand nécessité se fait décrire. Il y a bien quelque chose de l'ordre de cette absence manifeste qui, au cœur du développement technique et de sa nécessité, appelle l'être humain à s'arrêter et à méditer. Car l'être humain y fait l'expérience, quant à ses modes fondamentaux d'être et d'exister, quant à son être au monde et à son habiter sur terre, son être avec les autres, il fait l'expérience du déracinement et de la désolation dans un monde devenu immonde par l'immondation technique, un monde qui ne peut plus faire monde.
ce que la pensée a pris en charge sur le plan politique et social en termes d'aliénation avec Marx, de réification avec Lukács, de désolation avec Arendt, Heidegger le rapporte au phénomène entier et de provenance métaphysique, la technique et l'oubli de l'être, qui domine et régit non seulement notre existence sociale et politique, mais l'existence entière dans toutes ses modalités. Notre être comme être au monde, ce que nous sommes, et la relation avec tous les êtres humains à commencer, mais aussi toutes les choses qui font notre monde, et nous le savons aujourd'hui, tous les autres êtres vivants. L'expérience en est toujours aussi absolue et radicale, et d'autant plus qu'elle touche à notre être au monde, à ce que nous sommes, êtres humains, à notre être, habitant sur Terre. La technique, pensée dans son essence, avère le monde et le sens, ou plus exactement l'absence de sens, de l'habité de l'homme contemporain. Revenons à ce qui nous préoccupe aujourd'hui dans ces rencontres relativement à ce déracinement. Son sens le plus propre, la perte du sol, c'est-à-dire de la terre comme sol de l'habité. Or, selon le titre qui nous est proposé, c'est « Habiter la nature » qui devient explicitement problématique quand sa surexploitation menace la nature et l'existence sur Terre, quand il est question d'une menace écologique. Il n'aura échappé à personne que le terme écologie est au sens étymologique discours sur l'habité. Oikos en grec signifiant la maison, l'habitat. Qu'est-ce qui, de lointaine provenance, a permis cet oubli de la terre et finalement conduit à la surexploitation de la nature? Il est juste de les rapporter à la modernité occidentale, ouvrant l'ère anthropocène, l'affirmation du sujet et le projet scientifique des sciences exactes de la nature, le capitalisme et l'activité industrielle de surproduction, et, le préfigurant, l'histoire esclavagiste et coloniale et son économie d'extraction qui a bouleversé la géographie du globe en transformant de façon dévastatrice les différents types et espaces de culture en monoculture intensive et imposé une conception du monde comme universelle, la représentation du monde occidental moderne, séparant culture et nature, esprit et corps. Or, cette vision, qui imposera bien plus tard cette cosmologie unique comme universelle, n'est pas historiquement le fait de l'homme moderne, comme j'ai essayé de vous le montrer un peu plus haut, puisqu'on peut faire remonter philosophiquement aux stoïciens cette séparation entre culture et nature, et ainsi au passage du monde grec au monde latin. On peut aller jusqu'à dire à la traduction de la physis, le terme initial qui donne physique, de Platon et d'Aristote, à la natura en latin. Dans ce passage à peine remarquable, l'oubli de l'être, devenu manifeste dans le nihilisme technique, est déjà à l'œuvre. Pour Aristote, la physis est l'être de l'étant présent comme essentiellement mobile et tenant de lui-même le principe de sa mobilité, aussi bien le mouvement de naître et périr que celui de se modifier et d'évoluer, et enfin, ou encore, le mouvement de se déplacer. Le germe qui sort de la terre et croît, le volcan éruptif même en repos, les vagues de l'océan, la chrysalide, la vie. Tout cela est en mouvement et tient de lui-même le principe de sa mobilité. Natura vient de nascor, naître, provenir d'eux, et traduit davantage la génésis, la genèse, provenir de, naître, un mode de la mobilité parmi d'autres. Un certain type de mouvement, celui de naître, qui finit par davantage renvoyer à la détermination de la cause qu'à la mobilité elle-même comme essence de la chose. On remarquera que dans cette traduction par natura, nature, est perdue ou oubliée de la physis originale ce qu'elle est comme interprétation essentielle de l'être. La physis comme principe et cause de toute mobilité en l'être mobile, comme être de la mobilité des choses mobiles. Les Romains ne conçoivent la nature que relativement à la culture, qui doit lui être appropriée. Colere, au latin, c'est cultiver, entourer de soins, protéger, entretenir et préserver la nature en vue de la rendre propre et appropriée à l'habitation humaine, confère le concept stoïcien d'oikeiosis. Mais le concept ne renvoie pas seulement à l'agriculture, art dans lequel les Romains sont d'ailleurs passés maîtres, et à partir de quoi toute culture est désormais pensée, car cette culture inclut le culte des dieux, autrement dit le soin approprié à ce qui leur appartient en propre, et même, depuis Cicéron, la culture de l'âme.
Pour les Romains, toute forme de culture, y compris l'art, est sur le modèle de l'agriculture. Culture de la nature, aménagement de la nature. La conception romaine de l'art comme nature cultivée, action sur la nature, est aux antipodes de la conception grecque de la tekné, elle-même conçue de façon grecque comme mode essentiel de production de choses venues de l'artifice et du savoir-faire humain, distinctes essentiellement dans leur mode d'entrée en présence de toutes les choses qui sont par la physis. La nature n'est donc plus conçue comme un mode de l'être et de l'entrée en présence de choses persistantes et consistantes dans leur mobilité essentielle, mais comme ce qui, naissant, à l'état naissant, doit être entouré des soins de la culture, comme ce que la culture aménage et dispose de la façon appropriée, entourant de soins ce qui est poussé à croître avec les soins attentifs d'un jardinier et l'action efficace d'un agriculteur. La nature, constate Heidegger, a été ultérieurement dénaturée par deux puissances encore plus étrangères à la langue grecque. D'abord le christianisme, qui a rabaissé la nature au rang du créé, ce qui la met du même coup en rapport avec une surnature, le règne de la grâce, et la science des temps modernes, qui a dissous la nature dans sa représentation physico-mathématique, comme je le disais tout à l'heure, un ensemble de lois qui, dans leurs prévisions, dont même la probabilité est parfaitement calculée, met ainsi à disposition toute la nature à l'activité industrielle et technique qui en planifie l'exploitation. Ainsi, la technique n'a plus rien à voir avec la tekné, et la possibilité que cette dernière aille à la rencontre de la nature est limite, sans prétendre se substituer au principe qu'elle est. La technique moderne, elle, objective et tente à produire techniquement toute chose, y compris la nature, dont l'homme fait partie génétiquement, dans l'oubli de l'être dont la physis est originellement le principe. Tous les aspects scientifiques, techniques, économiques, sociaux et politiques de l'exploitation planifiée de la nature trouvent dans la métaphysique occidentale et la vision de la nature qu'elle y a déployée leurs conditions de possibilité. Ce qui est en jeu dans le rappel de cette histoire rapide du concept de nature, c'est l'oubli de l'être qui y domine. La natura n'est pas conçue comme un mode de l'être, et bien que définie initialement par les Romains comme devant être l'objet de soins attentifs de l'homme en vue de l'habité humain, il n'y a qu'un pas aisément franchi à ce que la nature cultivée devienne nature dominée et nature exploitée, et que l'homme, dans l'oubli de l'être, soit privé de sol. Cependant, il ne suffirait pas de remplacer nature par terre pour retrouver l'entente possible d'un habité. D'abord, ce n'est pas qu'une question de termes. Terre, planète, globe terrestre peuvent très bien être conçus comme de simples éléments de la nature. Substituer terre à nature n'est donc pas suffisant pour faire paraître un monde habité. Penser la terre, même comme sol hébergeant l'existence humaine, n'y est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant tant que la terre est pensée toute seule, isolément de ce adjointé à quoi un monde devient possible, que Heidegger nomme les quatre. En allemand, das Geviert, où on entend vier, quatre. Les quatre. Les hommes, premièrement, enfin, je ne vais pas dire premièrement, deuxièmement, parce que justement, il n'y a pas d'ordre. Les hommes, les mortels qui, comme tels, habitent sur cette terre en bâtissant. La terre, qui porte et demeure, offre son sol ferme à son bâti et ses étendues nourricières aux soins de l'homme. Le ciel, sous lequel les mortels, sur terre, habitent. Le regard au ciel, pour y interpréter les signes salutaires, course du soleil qui rythme le jour, alternance des saisons, fuite des nuages, obscurité et clarté, douceur ou rigueur de l'air, pluie bienfaisante, orage et l'éclair saisissant. Et enfin, les dieux, ces inconnus que les mortels voient dans les signes du ciel, manifestation mystérieuse qui soustrait la présence divine à la comparaison avec tout ce qui est présent. Des dieux, les mortels attendent les signes salutaires, car ils donnent sa mesure à l'existence mortelle qui sait la mort possible, celle de l'être humain. L'homme s'est toujours déjà rapporté à quelque chose de céleste et mesuré avec lui. L'entre-deux du ciel et de la terre est ainsi la mesure assignée à l'habitation humaine. Le bleu du ciel azuré est la couleur de sa profondeur.
En cette mesure et dans cette dimension, l'être humain établit les mesures de son habitation. Chacun des quatre, terre, ciel, mortel et Dieu, ne sont nommés par Heidegger qu'en se rapportant aux trois autres. Et ainsi, les quatre s'entre-appartiennent. Et seulement ensemble, destinés les uns aux autres, offrent le cadre et les dimensions d'un authentique habité et la possibilité d'un monde. Les mortels ne désignent pas seulement ceux qui meurent, mais ceux pour qui la mort est une possibilité, saisie comme telle de l'existence, la possibilité, à tout moment possible, de l'impossibilité d'être. L'homme existe selon cette possibilité de la mort, possibilité qui ne rend pas la vie invivable, d'être fixé aveuglément sur la fin, ne paralyse pas tout projet d'existence, n'assombrit pas l'habitation, mais au contraire, met face à l'urgence de faire son possible de cette existence mortelle, mais face à la résolution d'être, d'habiter comme le mortel que nous sommes sur la terre, ayant souci de l'essentiel, être résolument au monde de tout son être et dans un ardent souci. Et cela réclame la dimension diamétrale du divin qui salutairement, invisiblement fait signe et rappelle l'homme à sa mesure, à sa condition de mortel, à l'habitation qui est son être, à la présence des choses et à celle de la terre et aux soins qu'il doit leur procurer, attendant aussi du ciel pour qu'elle dure. Ces dimensions, qui sont celles de l'habitation, rappellent l'homme à sa condition humaine, aux soins qu'il doit aussi apporter aux œuvres qu'il doit bâtir pour épargner l'existence, lui donner juste mesure, pour que exister soit habité. Ainsi, ce souci d'être est pour l'homme souci de l'être, souci de ce qui est, à préserver dans son être, jusqu'à voir dans cette présence des choses sur la terre et l'accueil de ce que réserve le ciel, quelque chose de sacré où s'abrite le divin. L'homme habitant y consacre alors des lieux, libérés à cette fin, jusqu'à penser devoir dans ses œuvres rendre grâce pour cette présence. Habiter est à entendre dans le sens plein de ménager ce qui est, épargner, prendre soin et bâtir, avoir souci de l'être, laisser être. D'où le titre « Habiter, bâtir et penser ». Il est écrit à la fin de la conférence La Chose, je la cite, « Ce sont les hommes comme mortels qui tout d'abord obtiennent le monde en y habitant. » Il ne suffit pas, précise Heidegger, de réunir les quatre comme quatre conditions pour habiter proprement, c'est-à-dire ménager l'essentiel. Je le cite encore, « Les mortels ne le pourraient jamais si l'habitation n'était qu'un séjour sur terre, sous le ciel, devant les divins, avec les mortels. » L'essentiel des quatre compris ensemble est ce qu'il laisse ouvert, ce qu'il laisse penser à sa croisée, sans être soi-même l'un des quatre, sans être soi-même nommé. Centre invisible autour duquel la vie de l'homme se déploie, pour autant qu'il y prend garde. Dans la moindre des choses, auprès de quoi l'existence se porte, se tient la simplicité des quatre, pourvu que dans son rapport à la chose, l'être humain y prenne garde. Revient à l'homme de sauver, de préserver, sauf ce qui est, ce que Heidegger explique simplement par reconduire à son essence. Je le cite encore, « Les mortels habitent alors qu'ils sauvent la terre », pour prendre le mot « sauver » dans son sens ancien que Lessing a encore connu. Sauver n'est pas seulement arracher à un danger, c'est proprement libérer une chose, la laisser revenir à son être propre. Sauver la terre est le contraire de s'en rendre maître par son exploitation totale. Il n'y a d'habiter que pour l'existence qui se tient dans la simplicité des quatre, que l'un s'oublie et plus rien n'est épargné. Sauver la terre, accueillir le ciel, ne réclame des mortels privés de Dieu rien pourtant de si difficile. Car se tenir dans cette simplicité, en ménageant l'essentiel, nous l'apprenons de notre séjour auprès des choses, que nous laissons être en tant que choses. Nous l'apprenons de notre être au monde, pourvu que dans notre cosmologie ou notre vision du monde, les choses n'aient été objectivées comme objet de notre représentation scientifique, un fonds techniquement disponible à notre exploitation consommatrice. Objectivation scientifique et consommation ne laissent pas, dans leur emprise, être la chose comme chose. Sauver ou libérer l'essentiel, garder sous sa garde, mettre à l'abri, entourer de soins les choses qui croissent, édifier celles qui ne croissent pas.
Voilà ce que notre séjour auprès des choses, faisant notre monde, dans l'usage quotidien, nous amène à nous soucier. Tout ce qui ménage et préserve ce séjour, dans le souci des choses, et en vue de l'habitation humaine, peut être nommé sous le terme de bâtir. Bâtir n'est donc pas seulement construire et édifier, ni cultiver au sens de donner protection et préserver. C'est en un sens plus large qui les inclut, œuvrer à produire ce qui fait habiter. Bâtir est donc bien de l'ordre de la techné, comme savoir-faire produisant, installant dans sa durée et conservant ces œuvres qui font le monde de l'homme. Et sans doute l'essence de la techné se déploie-t-elle dans le bâtir, production qui fait être et apparaître l'œuvre comme œuvre, la chose comme chose, et à même elle, le monde. Mais il faut ajouter que cela n'épuise pas ce qu'est bâtir tant que nous ne pensons pas cette culture, cette construction, cette production de la techné et ce qu'elle fait apparaître comme faite et produite pour habiter. Cultiver, construire, produire, voilà qui est pratiqué couramment, y compris de façon technique et industrielle, mais ces façons de bâtir montrent leur insignifiance quand l'habiter n'est pas à leur base, quand ce n'est pas pour habiter et en vue de l'habiter que cela est fait. Bâtir en vue d'habiter n'est possible que si nous pensons proprement l'habiter. Oui. Où trouver une voie, demande Heidegger, qui montre le chemin d'une pensée de l'habiter. Pensée qui nous est destinée, le pensée d'un habité véritable et qui attend de vraiment commencer. Heidegger propose deux voies. La première, c'est celle qui s'ouvre du dialogue de la pensée avec la poésie, et en particulier celle de Hölderlin. L'homme habite en poète cette terre. Or, Heidegger remarque qu'il y a un trait commun entre, justement, la technique, dans son déploiement que j'ai décrit, et l'art, et en particulier la poésie, puisque art et technique ont comme essence commune d'être production, de faire être, d'installer dans l'œuvre la vérité, et donc, et dans la beauté de l'œuvre, la vérité est l'essence de toute chose. Voilà pourquoi, nous dit-il, le poète, peut-il nous, non pas sauver le monde, bien évidemment, mais nous donner à penser ce qu'est l'habiter. La poésie est le véritable habiter, parce que le bâtir du poète, dans le poème, justement, installe, expose, nous rend présent, justement, le monde et peut-être l'entre-appartenance des mortels, des dieux, de la terre et du ciel. L'autre voie qu'il dit qu'en passant, il parle, en parlant justement de cette première voie, à savoir la poésie, c'est une moindre des choses, quelque chose qui ne nous vient pas de l'Occident comme la poésie, poiesis en grec, essence commune de la technique et de l'art, mais c'est justement peut-être de voir dans d'autres peuples, d'autres traditions, qui sont restés en retrait de l'Occident et de son développement technique devenu planétaire, et qui ont su justement à la fois garder, sauvegarder et remercier dans un rapport peut-être plus immédiat et en tout cas plus préservé, un rapport à la terre et au monde, à tout ce qui fait monde pour eux. Et on peut bien évidemment penser à ces peuples, ces tribus qui ne nous ont jamais intéressés, si ce n'est pour les coloniser ou les décimer, auxquels justement aujourd'hui, ceux qui ont pris en charge de penser l'écologie, en particulier justement la sociologie, l'ethnologie, s'est beaucoup intéressé, à savoir les Indiens en Amérique du Sud. Voilà, je vous remercie.